Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, chose incroyable, Ségolène Royal a réussi à m'avoir, elle a réussi à me faire rire. Ouais, j'ai pris la photo au hasard, on n'est pas là pour juger les copains. En tout cas, elle a réussi à me faire rire, parce qu'en réponse du tweet de RTL France qui cite Jean-Luc Mélenchon et qui dit François Hollande est une machine à tromper, elle a répondu ça c'est pas faux, c'est la bonne blague du jour. Ah, elle est taquine, elle est taquine. Quand on connaît le passé qu'ils ont ces deux-là, on peut le dire, elle est taquine. Bon, et sinon vous serez heureux d'apprendre que la Macronie renonce aux 3 jours de carence qu'il comptait imposer aux fonctionnaires pour les arrêts maladie. Ah c'est bien, ils deviennent raisonnables ou quoi? Ça fait plaisir. Bon par contre, préparez-vous au tour de magie, parce qu'à la place, ils comptent baisser le taux de prise en charge de 100% à 90%. Ce qui veut dire, mesdames et messieurs, que les fonctionnaires se sont bien fait rouler. Ah mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est 100 fois pire que les 3 jours de carence. Après, il y a d'autres études qui peuvent montrer aussi que les arrêts maladie de courte durée, elles sont minoritaires. Je tiens quand même à le dire. Et que l'effet réel sur l'absentéisme des agents publics, elle reste encore à établir si cette mesure devait être réalisée. Donc moi, j'assume aujourd'hui devant vous d'assumer cette reprise de dialogue avec les organisations syndicales, mais néanmoins, au regard de la situation de nos comptes publics, au regard des engagements que nous devons prendre vis-à-vis des Françaises et des Français d'abord, parce que c'est une question que nous devons nous poser aujourd'hui. Qu'allons-nous laisser? Allons-nous laisser un pays endetté? Allons-nous ne pas répondre à nos obligations vis-à-vis de nos partenaires, vis-à-vis des générations futures? Il est aujourd'hui indispensable d'agir pour diminuer nos dépenses publiques et nos déficits. C'est la raison pour laquelle nous abaissons à 90% le taux de rémunération en cas de congé maladie. Cette mesure, qui je le sais, est difficile, c'est une mesure qui aujourd'hui est néanmoins indispensable au regard de la situation de nos finances publiques. Je plaide depuis toujours pour la réduction de la dépense publique. J'en assume une part au sein de ce ministère et à travers cette mesure qui, combinée à l'abandon de ce que nous avions annoncé, ce que le précédent gouvernement avait annoncé sur le jour de carence, permet d'avoir un équilibre, c'est-à-dire que nous avons engagé un dialogue social visant à discuter des sujets, y compris même structurants, sur les carrières, sur l'attractivité de la fonction publique, sur le logement des fonctionnaires, sur leur protection fonctionnelle. Je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup également les sénatrices et les sénateurs, mais dans le même temps, nous sommes obligés de faire face à des obligations en matière de réduction de nos dépenses publiques. C'est pour ça que je vous demande d'adopter cet amendement. Putain, mais c'est trop. Les mecs s'engraissent. Tels les parents de Chihiro dans le voyage de Chihiro, ça prend des 7, 8, 10 000 euros par mois et ça vient tout le temps demander aux mêmes de se serrer la ceinture. Jamais ils ne vont piocher dans les avantages des députés, toujours dans les avantages des gens qui prennent des miettes. Franchement, entre ça, des arrêts maladie à 90% et le jour férié où on veut nous imposer de travailler gratuitement, la vérité c'est quoi? On est des pigeons en fait. Et ça vous met en colère ce matin, Paul Sugy? Ah oui, je trouve que c'est une idée effectivement très inquiétante. Au fond, l'idée, c'est de ressusciter le jour de solidarité qui a été instauré en 2004. Le fait que, par exemple, le lundi de Pentecôte ou un autre jour férié de l'année, eh bien, on va au travail quand même, mais on n'est pas payé. Ce serait une forme de deuxième jour de solidarité. 7 heures par an, travailler, mais pas payé. Cette proposition, elle a été faite par la majorité de centre droit au Sénat pendant le débat à l'automne sur le financement de la sécurité sociale. À l'époque, ça avait suscité un tollé. On s'était rendu compte en plus que les sénateurs qui proposaient gentiment cette réforme étaient eux-mêmes exemptés de ces 7 heures de solidarité. L'idée était de rapporter 2 milliards chaque année au budget de la sécurité sociale. Et c'est vrai que les milliards, c'est un peu ce qui manque parfois dans le budget de la sécurité sociale. Ouais, bah en plus on nous prend pour des dindons. Non mais sérieusement, ils nous disent allez travailler gratuitement. À quel moment l'argent va aller dans la sécurité sociale si on y va gratuitement? Qu'est-ce que vous me racontez? Il va aller tout droit dans la poche des patrons. Si vous voulez, moi j'ai une idée pour vous faire économiser de l'argent pour la sécurité sociale. Vous allez voir, c'est très simple. Nos députés prennent combien d'argent tous les mois? Minimum 7 000? Ben on leur enlève 2 000 à tous. Voilà, ils sont combien? 577, messieurs, dames. Ça nous fait 1 154 000 euros économisés tous les mois. Ce qui nous donne
13 848 000 euros par an. Ah bah c'est pas mal déjà. Et en plus ça va pas dans la poche des patrons cette fois-ci, ça va directement dans la caisse de l'État. Non, vous ne voulez pas la voter cette loi? Vous n'êtes pas chaud? Ah bah on se demande pourquoi. Bon, et sur un autre sujet, on va parler un peu des présidentielles. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué les amis, mais pour 2027, ils ont déjà commencé à nous vendre leurs bras cassés. Non mais sérieux, c'est pas possible. On entend parler de François Hollande, Édouard Philippe qui arrive par-ci par-là. Oh les gars, stop, 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 stop. On vous le dit directement, on n'en veut pas, gardez-les. Arlette, juste sur la présidentielle, évidemment, Édouard Philippe, en oui. embuscade. Oui, il se prépare. Alors, chaque fois qu'il intervient, il dit qu'il se prépare, donc il va finir par être sans doute préparé. Le problème, c'est qu'à droite, il n'est pas seul à se préparer, enfin à droite, au centre et à droite. Il y a une concurrence incroyable, quoi. Donc, est-ce que c'est pas finalement une névrose française, vraiment, la présidentielle? Bon, d'abord, je pense qu'il serait inquiétant qu'ils vous disent qu'il ne se prépare pas et qu'il y va les mains dans les poches. Pour quelqu'un qui a l'ambition de présider la République, et on voit à quel point c'est difficile, ne pas être prêt, ne pas se préparer serait, allez, disons-le, criminel, je le pense. Ensuite, la compétition, on le sait, la présidentielle, elle suscite des convoitises. Une présidente de la République n'était pas réélue depuis 2 minutes, le 24 avril 2022, qu'on parlait déjà de la prochaine, puisque la Constitution lui interdit de se présenter. C'est excessif, c'est réel, c'est un constat qu'on peut faire, mais il faut faire avec. Et quant à la concurrence, vous savez, écoutez, nous sommes dans une démocratie... Gérald Darmanin, Gabriel Attal, vous arriverez à tomber d'accord? Nous sommes dans une démocratie qui permet à chacun d'avoir de l'ambition. Vous savez ce que j'en pense, pour moi, celui qui est le meilleur, c'est Édouard Philippe. Mais c'est pas un peu décalé, pardon, on parle de la situation dans laquelle est la France. Il n'y a pas de budget, il y a un gouvernement qui, et vous venez de le dire avec tout à fait beaucoup d'honnêteté, vous ne savez pas combien de temps vous allez pouvoir rester en place, ce que vous pouvez refaire. Et on dit déjà, allez, la présidentielle. Quelque chose qui choque un peu les Français, non? Il répond aux questions qu'on lui pose. Moi, vous me la posez, je réponds. Moi, je suis venu ici pour vous dire ce que je fais dans mon ministère. Et on l'a très bien compris. Et si vous me posez la Mais pourquoi il y a que des bras cassés? C'est censé être le poste le plus prestigieux du pays, il attire que des mecs bizarres. Moi je dis ce qu'on devrait faire déjà, c'est mettre un gars qui ne veut pas être président à la présidence de ce pays. Ah, je suis sûr que ça résoudrait beaucoup de problèmes. Et pour le trouver, on se débrouille, on se débrouille. En tout cas, le gars qu'on a actuellement mis en place, c'est catastrophique, hein. Ah ben le bilan de Macron est scandaleux. Mais vous savez quoi, j'ai même pas besoin de parler. Écoutez juste, un infirmier qui en parle, ça fait peur. Et moi, je suis infirmier aux urgences. Ça fait 11 ans que je travaille de nuit aux urgences et ma retraite à taux plein sera entre 65 et 66 ans. Autrement dit, je ne serai pas en vie si je continue aux urgences pour faire ça, très clairement. À l'heure actuelle, à l'hôpital public, c'est de la maltraitance. C'est de la maltraitance à tous les niveaux. Les professionnels sont maltraités, les patients finissent par devenir maltraités aussi. Aujourd'hui, vous disiez tout à l'heure l'intérêt de la grève. Si on avait les capacités, et je remercie les camarades de la CGT et de la SNCF, si on avait les capacités de bloquer nos hôpitaux, aujourd'hui, les gens ne mourraient pas dans les brancards. Aujourd'hui, pour défendre ça, on est obligé de tous se mettre en arrêt maladie pour dire stop, parce que ça devient intolérable ce qui est en train de se passer. Et le problème, c'est pas l'hôpital, c'est le gouvernement qui ne nous écoute pas. Ça fait 4 ans avec le collectif Interurgence qu'on demande les mêmes choses. Plus de personnel, plus de salaire, plus de lits. À aucun moment, le gouvernement n'a ouvert des lits. Et on était 1 an avant la pandémie. Ils sont totalement responsables de ce qui s'est passé pendant cette pandémie. On a eu une chance extraordinaire, un mouvement médical 1 an avant une pandémie qui est historique en France. Ça fait depuis des années 80 qu'on n'avait pas vu ça. Leur réponse a été tellement insuffisante qu'on a été dans la même panade que tous les autres pays européens, qui eux n'avaient pas eu de mouvement pour la santé. C'est vous dire s'ils n'ont pas du tout répondu à la question qu'on leur avait posée. Donc aujourd'hui, j'attends plus rien de ce gouvernement. La réforme de la retraite, c'est une continuité de ce qui a été fait depuis le début, qui vise à détruire à peu près tous les fondements qu'on a réussi à avoir avec la sécurité sociale. Vous parliez du Conseil de la Résistance, mais le but du jeu à l'heure actuelle, c'est de détruire ce Conseil de la Résistance, de faire en sorte que tout soit capitalisé et que tout soit privé. Alors je vous le dis tout de suite, si vous voulez une santé privée, il n'y a pas de souci. 80% des Français n'ont pas les moyens de se payer des séjours en réanimation s'il leur arrive quelque chose. Je vous le dis tout de suite, 24 heures en réanimation, c'est plus de 2500 €. D'accord? Donc vous calculez très vite, 2500 €, c'est même pas le salaire moyen en France. Donc oui, il faut protéger ce système-là, et tant que le gouvernement rentrera dans une confrontation entre nous, le capital, et qui essaiera de privatiser à tout prix tout ce qu'il voit entre lui, c'est-à-dire la retraite, l'hôpital, l'école. L'école est dans un état lamentable. Tout à l'heure, Natacha Polony disait, est-ce que c'est une urgence, les retraites? Mais au vu de la société qu'on est en train de laisser, mais moi je veux dire, mais mes enfants, mais j'ai même pas envie d'avoir d'enfants quand je vois l'école que je vais lui laisser, l'hôpital que je vais lui laisser, le service de justice que je vais lui laisser. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on laisse à nos enfants à l'heure actuelle? On entend je veux dire, on n'est même plus à la retraite là. On en est à leur dire à la vie tout court.
On leur laisse rien. Mais en fait, Macron, il y en a qui pensent que c'est un bras cassé. Alors que je vous le dis, les amis, c'est impossible que ce soit un bras cassé. Et non, le gars était beaucoup trop efficace dans l'objectif de détruire notre système social. En 7 ans et demi, il a tout piétiné. Franchement, il en aura fallu de la motivation pour arriver à ce résultat. Il nous a enlevé le chômage, le RSA. Quand on regarde l'état des hôpitaux publics et de l'éducation nationale, c'est un scandale. En fait, c'est simple. Il y a une dizaine d'années, en tant que Français, on avait tous des parachutes sociaux. Il nous les a tous coupés. Ça veut dire que maintenant, si tu n'es pas né riche dans ce pays, bah les probabilités que tu sois foutu tendent vers les 100%. Parce que ce qu'on oublie de vous dire, c'est que pendant ce temps-là, pendant ces 7 ans et demi de Macronie, les 500 plus grandes fortunes du pays, c'est x2. Les mecs ont fait x2. Je ne sais pas si t'imagines, on parle des 500 plus grandes fortunes du pays. Au minimum, du grand minimum, on est en train de parler de centaines de millions. Pendant que nous, on nous enlève tout dans le plus grand des calmes. Bon, et maintenant on va passer à autre chose. On va parler un peu d'un sujet qui circule à gauche ces derniers temps. Les amis, apparemment, à gauche, il se dit qu'il faut quitter Twitter. Voilà, pourquoi? Parce que Twitter appartient à Elon Musk. Et qu'apparemment, attention, faut le prendre au conditionnel, l'algorithme donnerait plus de visibilité aux opinions de droite qu'aux opinions de gauche. Mais les gars, faut pas faire ça. Si vous partez, ça va être encore pire, 1000 fois pire. En fait, votre plan, face au constat que l'opinion de droite monte plus vite dans les algorithmes que l'opinion de gauche, c'est de vous retirer du réseau et de les laisser tout seul. Mais ça n'a aucun sens. Faut mettre un contrepoids dans la balance. Et t'inquiète pas, à qui sera le plus convaincant, mon ami? Quant à l'algorithme, c'est bien beau, l'algorithme. Mais faut pas oublier une chose, le karma, c'est plus fort que l'algorithme. Antoine Léaumont, 205 000 followers. Vous répondez quoi à ceux qui partent? Que je les comprends d'abord. Et justement, c'est ça qui est intéressant dans cette controverse, c'est que je comprends les raisons et les logiques qui amènent certains à dire qu'il faut quitter cette plateforme. Et d'une certaine manière, je les partage aussi. Maintenant, je considère que si on laisse les personnes qui utilisent Twitter sans un contrepoint, sans des personnes qui précisément vont continuer à défendre une politique différente, une logique C'est déserté de opposée. partir. Je ne dirais pas que c'est déserté parce que je considère que ça fait partie du combat. Et c'est une manière différente de mener le combat. Et je pense C'est que, laisser le champ libre à quoi? À qui? en fait, c'est laisser les gens qui vont être sur Twitter sans forcément avoir d'opinion politique dans un monde dans lequel finalement il n'y aurait plus qu'une opinion qui va être représentée, qui vont être les opinions d'Elon Musk. Alors après, il y a un risque, c'est que d'ores et déjà, on sait qu'il utilise l'algorithme pour valoriser un certain nombre de contenus, et notamment ses propres tweets, et c'est comme ça par exemple qu'il a valorisé l'extrême droite en Allemagne, c'est en la relayant. J'ai regardé un peu les statistiques sur le sujet, les publications de la responsable allemande de l'AfD, on était sur un peu plus d'1 million de vues sur ces tweets sur les 15 derniers jours, tandis que pour les écologistes, on était à 300 000. Donc clairement, Elon Musk a poussé le contenu. Mais vous considérez que ça vaut la peine quand même d'y rester, malgré justement ces algorithmes de buzz? Moi, je considère que ce qu'il faut faire, c'est essayer de mener la bataille sur tous les fronts. Je comprends la logique qui est faite en fait, je la combats pas, je la comprends, je suis assez d'accord avec le principe. Non, ben moi je suis pas d'accord. C'est contre-productif. Vous ne voulez plus aller au front. Vous boycottez le front. Bah ouais, mais mais comment on fait? Mais je pense que pour ce qui, par exemple, si vous avez dit, je suis assez suivi sur Twitter. C'est le cas de beaucoup d'insoumis sur Twitter. Ça va être difficile sur Blue Sky de les retrouver, les 200 000, c'est ça le C'est problème? pas ça le sujet. C'est que parfois, nos contenus vont être plus visuels, plus visibles que ceux de l'extrême. Justement, ça va donner un contrepoint. Moi, il y a sur X pour l'instant, en France, on est sur 15 millions d'utilisateurs, 11 millions d'utilisateurs mensuels, 6 millions d'utilisateurs journaliers. Je ne suis pas sûr que ce soit des gens qui sont tous d'extrême droite. Si jamais on les laisse précisément dans une bulle de filtre qui va être une bulle de filtre d'extrême droite, par la force des choses, sinon on s'en va, il ne va plus rester grand monde pour défendre nos positions politiques. Je crains que petit à petit, les gens s'enferment dans un monde qui est un monde en plus où il y a une question qu'il faudrait rajouter, mais qui est l'ère de la post-vérité, où il devient difficile de savoir même si les choses sont vraies ou fausses. Parce que Elon Musk, justement, propose, y compris avec Grok, qui est son intelligence artificielle, des contenus qui sont des contenus modifiés, qui vont jusqu'à modifier le réel. Et moi, mon pari, c'est celui de l'intelligence. Alors justement, il y a un débat, j'essaye d'aller très très vite, mais c'est un débat qui est très philosophique en même temps. Mais il y a une question qui est posée sur comment on fait pour lutter à la fin contre l'extrême droite. Moi, mon pari, c'est celui de l'intelligence. Et je pense que l'extrême droite, dans un grand nombre de sujets,
prend ses électeurs, je vais le dire comme je le pense, cash. Je pense qu'ils prennent les gens pour des imbéciles qui n'ont pas de mémoire. Dans un grand nombre de sujets. Je vous donne un exemple très concret. À l'été, Jordan Bardella dit il faut faire un audit sur la question des retraites. Juste après, les voilà qui prétendent qu'ils veulent abroger la réforme des retraites. Et c'est comme si on avait oublié. Ils ne censurent pas en octobre, ils censurent en décembre. Bref, moi je fais le pari qu'on peut y compris faire reculer Donc vous voulez parler aux électeurs, à tous les électeurs, y compris ceux qui n'ont pas encore d'avis. RN. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on porte la bataille. On est législateur, donc on doit porter la bataille aussi au niveau où il faut la porter. Si on veut combattre ce réseau social en disant c'est un réseau social qui est dangereux, bah voilà, il faut qu'on aille porter la bataille au niveau. Vous savez où quoi, tout le messieurs monde les quitte députés? Twitter. Non mais si tout le monde quittait, ce serait bien sûr. Mais il y a personne qui va quitter, mon ami. Il y a qui? Sandrine Rousseau, Marine Tondelier? Non mais sérieusement, ça sert à rien de nous mentir, personne ne va les suivre. Moi je vous le dis, il faut rester, parce que partir maintenant, c'est abandonner la bataille des idées. Bon bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.